あの島で君たちの身に何が起きた？全員逃げることだけ考えろ！今のままであの強大な力に立ち向かうことができるか？繰り返すために。Dans l'immensité de l'univers de One Piece, hop, petite pause. Juste avant que la vidéo ne commence, je voulais vous prévenir que certains éléments de cette dernière sont obsolètes. En gros, ils sont plus d'actualité. La raison, c'est que j'ai dû faire une pause sur YouTube et que entre le moment où j'ai écrit la vidéo et le moment où le montage a été terminé, ben il y a énormément de chapitres qui sont sortis et du coup énormément d'éléments, certains éléments qui sont venus contredire des éléments de cette théorie. Je vous la publie quand même car il y a quand même la plupart des choses qui sont toujours d'actualité et qui sont quand même intéressantes à analyser. D'ailleurs, je profite aussi de ce moment pour vous dire que je vais reprendre une activité sur mon compte TikTok. Je vais y faire un contenu un petit peu plus divertissant, un peu moins travaillé que sur YouTube, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, vraiment ça va m'aider. Et puis ça va être sympa quoi. Et je vais aussi y faire un face reveal si jamais, donc si ça vous intéresse de savoir à quoi je ressemble, ben allez-y. Le lien est en description et voilà. Merci de m'avoir écouté et bonne vidéo. Chaque arc, chaque combat, chaque évolution de personnage est une pièce d'un vaste puzzle en construction. Depuis plus de 2 décennies, Eiichiro Oda façonne patiemment son monde, entrelaçant histoire personnelle et destinée grandiose. Et aujourd'hui, alors que la saga approche de son apogée, un constat s'impose. Avant d'affronter l'ultime tempête, l'équipage du futur roi des pirates doit achever sa métamorphose. Au cœur de cette transformation, certaines questions deviennent essentielles. Comment les Mugiwara, encore insuffisamment préparés malgré leurs exploits, vont-ils franchir le dernier seuil de leur puissance? Comment pourront-ils rivaliser face aux forces divines incarnées par les chevaliers divins, les Gorosei et Imu lui-même? Pourquoi Joy Boy emploie-t-il cette formule mystérieuse au lieu de nommer simplement le Haki des rois? Le manga s'élance vers son acte final. Et bien qu'Oda conserve jalousement ses dernières cartes, les indices parsèment déjà la route. En suivant ses traces, nous pouvons entrevoir comment Elbaf deviendra la forge d'un tout nouvel équipage au chapeau de paille, qui leur permettra enfin de se hisser au rang d'équipage du roi des pirates. Si vous brûlez d'élucider ce nouveau mystère, préparez-vous, nous allons explorer ensemble chaque indice, confronter les théories et éclairer les zones encore obscures de cette œuvre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous êtes passionné par One Piece, et que vous aimez explorer les théories les plus audacieuses pour découvrir la vérité, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Activez la cloche pour recevoir les notifications et laissez un commentaire. Merci à ceux qui prendront le temps pour tout cela. Allez, bonne vidéo!今ので20回連続だ。先は長いぞ、ルフィ。音に気を取られたな。くそー！100回避けられるようになるまでまだまだかかりそうだな。70、75、76。もう少しだ、ルフィ。Les Mugiwara ont subi l'humiliation la plus brutale de leur odyssée. Balayés en un éclair par les Gorosei sur Egghead, puis aujourd'hui par les chevaliers divins, tandis qu'Elbaf tout entier ploie sous le même coup. Ces déroutes ne sont pas anodines. Elles annoncent un tournant où l'équipage, à l'image des géants, devra réapprendre la force qui fonde sa légende. Car malgré 500 chapitres passés à naviguer dans le Nouveau Monde, la quasi-totalité des membres, hors les 3 têtes d'affiche, n'a pas réellement progressé. Chopper se bat encore avec les mêmes transformations découvertes sur l'île des hommes poissons. Pareil pour Franky qui n'a eu aucun power-up que ce soit sur le Franky Shogun ou sur son Radical Beam. Brook et Jinbei stagnent. Robin possédait déjà le Demanio Fleur et le karaté des hommes poissons mais n'a pu les déployer qu'à Onigashima faute d'adversaires antérieurs assez puissants. Et Usopp a effleuré le haki de l'observation sans parvenir à en tirer la moindre maîtrise pratique, et ce, il y a déjà un bon moment sur Dressrosa. Seule Nami, grâce à Zeus, a réellement franchi un palier, si bien qu'à l'exception d'elle, l'équipage possède le même niveau qu'à la sortie de l'île des hommes poissons. Un état de fait intenable à l'orée de la guerre finale, et indigne du futur équipage du roi des pirates. Cette claque reçue à Elbaf était donc inévitable. Elle matérialise l'urgence d'une montée en puissance collective. Même Zoro et Sanji, pourtant fraîchement renforcés à Wano, commencent à accuser un retard criant sur le fil.
lequel enchaîne les éveils et forme avancée depuis qu'il a posé le pied dans le Nouveau Monde. Elbaf nous le rappelle cruellement, les deux ailes du roi doivent battre au même rythme que leur capitaine, car la guerre qui arrive exigera qu'il combatte à ses côtés contre les plus redoutables ennemis que le monde ait enfantés. Ainsi s'esquisse la véritable fonction de l'arc, un vaste temps d'entracte narratif où chaque Mugiwara est appelé à briser sa chrysalide. Elbaf ne sera pas simplement un décor de légende, mais la forge où l'équipage, miroir des géants, réaffûtera ses convictions et son arsenal pour aborder l'ultime bataille avec la puissance et la fierté qui scie aux compagnons du futur roi des pirates. 3 signaux lumineux annoncent qu'Elbaf sera avant tout un arc de dépassement. La direction de l'écriture des personnages de l'équipage jusqu'à présent, les thèmes globaux d'Elbaf qui se dessinent, et enfin, la structure de l'intrigue que Oda semble utiliser pour cet arc en particulier. D'abord, si l'équipage stagne depuis l'île des hommes poissons, c'est que le Nouveau Monde n'a pas été très centré sur les Mugiwara. La plupart du temps, les membres de l'équipage ont été relégués à des rôles secondaires, et il a été rare d'avoir des intrigues où l'équipage entier a réellement été poussé à se développer, à la fois en termes de personnalité et de puissance. Bien loin des arcs pré-ellipses comme Alabasta ou Enies Lobby, où chacun, mis sous les projecteurs, repartait grandi par un combat fondateur. Or, Wano a montré les limites de cette formule. Des combats expédiés, voire inexistants pour certains, ce qui est tout à fait logique, puisque l'intrigue tournait autour des natifs du pays, et surtout que l'auteur a mis les bouchées doubles en accélérant son histoire. Ensuite, depuis leur retrouvaille sur l'archipel Sabaody, à peine 2 mois se sont écoulés dans le fil du récit. Un laps de temps dérisoire et insuffisant pour espérer une véritable évolution. Elbaf inverse enfin la perspective. Dès les premiers chapitres, la narration recentre l'action sur les vieilles dynamiques telles qu'elles étaient sur East Blue avec les mêmes personnages au centre du récit, tout en laissant enfin de vraies pistes de développement pour ceux qui en manquaient cruellement comme Robin et Franky, sans parler du fil rouge autour d'Usopp qui n'attend qu'à être tiré. Les géants, eux, restent en décor, avec seul Loki traité comme un acteur majeur et à la limite, Gaban qu'on peut aussi considérer comme un personnage majeur. Mais c'est l'équipage, et lui seul, qui affronte ce qui semble être le point le plus bas de l'arc, cette défaite cuisante face aux chevaliers divins. Contrairement aux arcs post-ellipse, dominés par des personnages secondaires, ce sont désormais les Mugiwara qui encaissent le choc de leur insuffisance, ressentent l'urgence de gagner en puissance, et portent le poids dramatique de ne pas avoir su défendre Elbaf. Cette chute sert d'appel d'air. Elle promet non seulement une avancée psychologique, mais surtout un bond en force brute, condition sine qua non pour qu'ils redeviennent les héros centraux capables de faire basculer la guerre à venir. Le contexte d'Elbaf renforce puissamment cette logique. L'univers même de l'île, tel que dépeint par Oda, évoque un lieu propice au dépassement de soi. On y trouve tout de même la culture guerrière la plus robuste du monde, façonnée par des siècles d'honneur, de force brute et de fierté guerrière. Oda lui-même a laissé entendre que la saga finale exigera des héros au sommet de leur art, annonçant que l'ultime conflit fera passer la guerre de Marineford pour une simple escarmouche. Dans ce contexte, un détour par Elbaf apparaît comme l'occasion idéale de forger les Mugiwara pour les épreuves titanesques à venir, en consolidant à la fois leur force et leurs convictions. D'autant que de multiples intrigues convergent mystérieusement vers le royaume des géants. La présence des livres d'Ohara sauvés par Saoro dans la bibliothèque du hibou, le récent déplacement de Shanks le Roux sur ses rivages, tout indique que l'équipage y trouvera à la fois savoir, révélation et défis martiaux. Elbaf s'annonce donc comme un équivalent narratif de l'entraînement intensif, un terreau où les 3 signaux lumineux, le vœu ancien d'Usopp, la culture guerrière des géants et la nécessité ultime d'un power-up collectif se rejoignent pour préparer le terrain de la fin du voyage. Pour les thèmes globaux d'Elbaf qui se dessinent, notons qu'à mesure que l'intrigue se déploie, il apparaît clairement qu'Elbaf n'est plus le simple décor légendaire des premiers récits. L'île incarne désormais le cœur battant d'une méditation sur la force et la guerre à venir. Jadis, bastion inégalé des guerriers, patrie de l'armée la plus redoutée du monde, Elbaf s'est volontairement dépouillé de sa tradition belliqueuse pour embrasser la paix. Un choix louable, certes, mais qui a peu à peu émoussé ses lames et offert à ses ennemis une ouverture fatale. Cette vulnérabilité sert de mise en garde. Aucune nation ne peut répudier durablement la puissance quand la tempête de la plus grande guerre de l'histoire s'approche inexorablement. Quelques chevaliers divins ont suffi à balayer tout le peuple des géants, preuve cinglante qu'Elbaf doit réapprendre à brandir la hache. Dans cette logique, l'arc fera écho entre la renaissance martiale des géants et la remise à niveau des Mugiwara. L'équipage, figé depuis l'île des hommes poissons, doit hausser son plafond pour se montrer digne du rôle que le conflit final lui réserve. Même Zoro et Sanji, écartés du premier choc avec les chevaliers divins, ne peuvent plus se contenter du sursaut obtenu à Wano, car l'un doit bientôt surpasser Mihawk et l'autre dépasser le Scopper Gaban de la grande époque. Pendant que Luffy échange déjà des coups avec l'élite mondiale, ces 2 ailes demeurent trop légères. Ainsi, Elbaf les convoque à un bond en avant qui scellera la cohésion et la crédibilité du futur équipage du roi des pirates. Sur le plan purement narratif, Oda vient d'ouvrir une intervalle rarissime. L'assaut éclair des chevaliers divins
n'était qu'un prélude, annoncé comme la première salve d'une armée qui se retirera pour revenir ensuite, infiniment plus redoutable, et tenter cette fois de mettre Elbaf à genoux. Contrairement aux arcs post-ellipse, à l'action continue comme Punk Hazard, Dressrosa, Whole-Cake Island ou Egghead, qui furent bouclés en moins d'une journée dans l'univers de One Piece, Elbaf instaure un calme inhabituel, presque déconcertant, pensé pour offrir au protagoniste un véritable laboratoire d'évolution. L'unique précédent comparable, Wano, n'avait profité qu'à Luffy, seul à s'entraîner après sa défaite contre Kaido, tandis que l'équipage restait figé dans l'ombre. Cette fois, la situation devrait s'inverser. C'est le reste des Mugiwara qui, terrassé dès l'ouverture par les chevaliers divins, se voit contraint de tirer parti de la trêve. Ensuite, arc d'entraînement n'implique pas forcément séance de renforcement du haki intensif pour tous, même s'il y en aura forcément pour certains. Il s'agit plutôt d'un espace narratif où chacun, à son rythme, peut mûrir une idée, perfectionner un art, déverrouiller une technologie ou un instinct latent. Et à y regarder de près, Oda a déjà semé chez chaque membre les germes de cette métamorphose, prêt à éclore dans le terreau fertile qu'offre la respiration d'Elbaf. Franky. Franky est sans conteste l'un des membres de l'équipage pour qui l'évolution est non seulement inévitable, mais déjà écrite dans les rouages même de l'intrigue. Lors de son dernier affrontement contre Sasaki, il a vidé intégralement son arsenal. Du Franky Shogun au coup de vent jusqu'au Radical Beam, chaque atout a été mis sur la table pour triompher. Autrement dit, pour espérer vaincre un adversaire plus coriace, Franky doit impérativement repousser les limites de sa technologie. Ce besoin de renouveau n'est pas nouveau. Sur Egghead, Franky a reçu un aperçu des merveilles de la science de Vegapunk. Des mechas et innovations si avancées qu'il régulait son propre génie au rang d'artisanat. Mais la frénésie de l'intrigue ne lui a laissé ni le temps, ni l'espace pour assimiler ces merveilles, faisant naître un sentiment d'occasion manquée. Jusqu'à ce que Vegapunk lui-même, par l'intermédiaire de Lilith, suive l'équipage jusqu'à Elbaf. La présence de Lilith, curieuse et prête à collaborer, est un signe éclatant que Franky est sur le point de franchir un cap majeur. Mieux encore, Elbaf, loin d'être une simple terre de légende, cache des reliques technologiques surpassant tout ce que Franky a vu jusqu'ici. Contrairement à Egghead, où l'urgence dominait, Elbaf lui offre enfin le temps pour expérimenter, bidouiller, ainsi qu'innover. Pour Franky, poser le pied sur l'îlot où pousse Adam revient à un pèlerinage. Il pourra admirer la source de son bois de prédilection et peut-être en prélever pour renforcer encore le Sunny si nécessaire. Ensuite, Oda a discrètement semé des pistes après Wano. Lors de son affrontement contre Queen, Sanji évoquait un laser à tir rapide, une arme que Franky adorerait sans aucun doute. Sachant que jusqu'à présent, son Radical Beam constitue son arme de prédilection, imaginer une version évoluée, inspirée des travaux de Vegapunk sur les lasers de Kizaru, est une évolution naturelle et attendue de son arsenal. En termes de puissance, Franky pourrait également profiter d'Elbaf pour tester son Franky Shogun contre des adversaires gigantesques, poussant son mecha à son maximum. Qui de mieux qu'un géant pour éprouver l'armure du robot et en identifier les points faibles à corriger? C'est une forge au sens figuré, comme au sens propre pour lui. Tel Héphaïstos sous la montagne, Franky va forger et reforger jusqu'à atteindre la perfection mécanique. Tout converge donc. Technologie avancée à portée de main, partenariat potentiel avec Lilith et nécessité absolue de franchir un cap. D'ici la fin d'Elbaf, Franky est destiné à renaître non seulement comme un ingénieur prodige de l'équipage, mais aussi comme un véritable monstre mécanique prêt pour la guerre finale. Robin. Robin est un cas particulièrement fascinant à observer, car pendant longtemps, il semblait évident qu'elle ne développerait jamais le haki de l'armement. L'idée même passait presque taboue. Octroyer à Robin une telle capacité l'aurait propulsé dans une sphère de puissance trop élevée par rapport au reste de l'équipage. Pourtant, une scène récente est venue briser cette certitude. Face à un ennemi redoutable, Robin s'est retrouvée totalement impuissante, contrainte une fois encore d'être protégée par Saoro, exactement comme lorsqu'elle était qu'une enfant. L'histoire semblait vouloir se répéter avec une cruauté glaçante, mais cette fois, quelque chose a changé. Robin ne reste plus figée dans l'impuissance de son passé. C'est elle qui prend l'initiative du combat dans le chapitre 1047. Dernier chapitre sorti au moment où j'écris cette vidéo. Un signal fort qu'Oda place sciemment pour annoncer un renversement du destin. Là où à Enies Lobby, elle devait être sauvée par ses compagnons avant de pouvoir, plus tard, les protéger à son tour, Elbaf semble amorcer un écho inversé. C'est désormais elle qui va se dresser en bouclier, non plus la protégée, mais la protectrice. Ce n'est pas un hasard si Oda a bâti Summers comme une antithèse exacte de Robin. Fleur contre épine. Là où Robin façonne des membres partout autour d'elle pour saisir ses ennemis, Summers érige un rempart de douleur qui rend tout contact destructeur. Robin subit les blessures infligées à ses créations. Face à Summers, chaque tentative d'empoigner deviendrait une blessure auto-infligée. Ce duel n'est pas qu'une confrontation de pouvoir. Il est l'illustration parfaite d'une opposition fondamentale, d'une dichotomie voulue entre beauté et douleur. Le fait que Summers ait vaincu Saoro, contraignant Robin à l'impuissance, n'est pas anodin. Oda veut que Robin dépasse ce traumatisme pour l'inverser.
Mais pour cela, elle devra franchir une frontière, maîtriser le acquis de l'armement. Car aujourd'hui, peu importe l'ampleur de ses bras fleuris, peu importe l'intensité de son démon de fleurs, Robin est incapable de briser les défenses de Summers. Le acquis de l'armement est la clé. Si Robin parvient à en envelopper ses membres géants, voire son démonio fleur, elle ne deviendrait pas seulement plus forte, elle transcenderait littéralement les limites de son fruit du démon. Rien ne l'empêcherait alors de saisir et d'anéantir même les coups les plus douloureux, même les remparts hérissés d'épines. Et ce n'est pas une utopie. Robin a déjà prouvé lors de l'ellipse qu'elle pouvait assimiler et maîtriser des arts martiaux physiques comme le karaté des hommes poissons. Jusqu'ici, elle avait choisi de focaliser son développement sur l'épanouissement de son fruit. Aujourd'hui, ayant atteint les confins de ce potentiel avant éveil, la voie est claire. Pour surmonter sa faiblesse structurelle et terrasser un adversaire comme Summers, Robin doit s'engager pleinement dans l'apprentissage du acquis de l'armement. Tout semble converger vers cette transformation inédite. Il est plus que probable que, durant la bataille finale d'Elbaf, nous verrons émerger une Robin métamorphosée, capable non seulement de protéger ceux qu'elle aime, mais aussi de terrasser l'incarnation même de sa peur passée, scellant ainsi sa propre renaissance. Brook. Brook se trouve à Elbaf dans une configuration particulièrement singulière, presque comme si le destin lui-même lui avait façonné un environnement sur mesure pour sa progression. Sur Elbaf, le monde souterrain est désormais intimement lié à la glace et au pouvoir de congélation. Ce parallèle est d'autant plus frappant que lorsqu'on observe Brook et Vénus Juro. Deux êtres squelettiques, deux âmes animées par la vitesse fulgurante et une maîtrise de l'épée transcendée par la glace. Vénus Juro, en particulier, apparaît presque comme un reflet supérieur de Brook, une version aboutie de ce que le musicien pourrait devenir s'il parvenait à transcender ses propres limites. Dans ce contexte, la découverte à Elbaf d'un monde souterrain, immense et gelé, ne peut être qu'une invitation silencieuse adressée à Brook lui-même. Cette vaste étendue glacée, relique d'un monde ancien et figé dans le froid, semble attendre son arrivée comme une arène d'éveil. Tout porte à croire que c'est ici, au cœur de ce royaume gelé, que Brook pourra approfondir la nature de ses pouvoirs et faire évoluer son art de la glace bien au-delà de ce qu'il maîtrise actuellement. Ce décor n'est pas un simple hasard de narration, il est la toile parfaite sur laquelle Brook pourrait inscrire la véritable réalisation de son potentiel surnaturel. Dans le silence de ce froid éternel, Brook est appelé à devenir bien plus qu'un simple musicien au sabre rapide. Il est destiné à incarner l'essence même du froid, en harmonie avec l'étrangeté du monde souterrain d'Elbaf. Usopp. Le chemin d'Usopp à Elbaf semble presque écrit d'avance, tant il s'inscrit naturellement dans la continuité de ce coda construit pour lui depuis plusieurs arcs. Son éveil au acquis de l'observation lors de Dressrosa était un tournant discret mais fondamental. Un moment où, pour la première fois, Usopp touchait du doigt une forme de perception que seuls les plus fins combattants peuvent maîtriser. Pourtant, cette aptitude est restée en sommeil. Non seulement il ne semble pas comprendre ce qu'il a accompli ce jour-là, mais il n'a montré aucun progrès ni volonté consciente d'en faire une arme, comme si ce pouvoir lui avait échappé. Ce flou autour de son acquis reflète parfaitement l'état d'Usopp. Un tireur d'élite brillant, mais encore hanté par ses propres limites et par une peur tenace. Pourtant, à Elbaf, tout indique que cette capacité va enfin s'éveiller pleinement. L'arc regorge de références explicites à des formes avancées du acquis de l'observation. Dès son ouverture, Shanks nous offre la démonstration la plus spectaculaire de vision du futur jamais vue dans l'œuvre. Les chevaliers divins, quant à eux, dissimulent leur présence avec une aisance terrifiante. Un usage maîtrisé et évolué du même acquis. Et puis, il y a Scopper Gaban, figure discrète mais monumentale. Ces démonstrations ne sont pas là par hasard, et elles posent le cadre dans lequel Usopp doit, lui aussi, franchir un cap. D'autant plus qu'Elbaf est son arc. Oda l'a semé depuis longtemps. Le pays des géants, celui de ses mensonges devenus prophéties, est l'endroit idéal pour qu'Usopp cesse de se cacher derrière les illusions et assume enfin qu'il est en train de devenir un véritable guerrier. Les réactivations de son acquis ne seraient donc pas qu'une évolution technique, mais un point de bascule psychologique et l'affirmation d'une nouvelle vérité. Usopp n'est plus simplement un tireur d'élite comique ou un menteur attachant. Il est l'œil qui voit loin, le sniper dont la vision s'étend au-delà du visible. Et tout cela devient d'autant plus vital si l'on considère son probable futur adversaire, Van Augure. Avec un fruit de la téléportation aussi redoutable que le sien, ce dernier représente le cauchemar de tout sniper. Une cible insaisissable, constamment en mouvement. Le seul espoir pour Usopp dans un tel duel résidera dans sa capacité à lire les mouvements avant qu'ils ne se produisent. Le acquis de l'observation ne sera pas un luxe, mais une nécessité absolue. Plus que jamais, Elbaf s'impose comme l'arc de la révélation pour Usopp. Non seulement celle de sa puissance, mais aussi celle de sa propre légende. Chopper. Les prochaines étapes pour Chopper s'imposent avec une clarté presque scientifique. Il doit éveiller son fruit. Depuis longtemps, sa forme Monster Point a été perçue comme un jalon majeur de sa puissance. Mais l'évolution récente des Zoan dans l'œuvre nous force à recontextualiser ce que cette forme représente réellement.
Lorsqu'on découvrit pour la première fois les gardiens d'Impel Down, leur comportement bestial et leur absence totale de conscience évoquaient fortement l'état primitif dans lequel Chopper était à Monster Point avant Ellipse. Il semblait alors que Chopper avait atteint une forme d'éveil. Et pourtant, à mesure que d'autres Zoans éveillés ont été introduits, une nouvelle norme s'est imposée. Une pleine conscience, une stabilité maîtrisée et surtout la présence de ces fameux nuages qui les entourent, symbole visuel d'un éveil authentique. En rétrospective, il devient évident que les gardiens d'Impel Down et Chopper avec eux n'étaient que des Zoans à demi éveillés. Leur comportement erratique, leur absence de contrôle et leur manque de nuages caractéristiques trahissent une forme incomplète, une tentative inaboutie. Ainsi, même si Chopper est aujourd'hui capable de rester lucide dans sa forme Monster Point, grâce aux progrès réalisés durant l'ellipse, cela ne signifie pas qu'il a atteint son éveil véritable. Il semble qu'il a seulement appris à stabiliser un état semi-éveillé, sans en franchir totalement le seuil. Le chemin qui s'ouvre à lui sur Elbaf est donc limpide. Depuis ses débuts, Chopper a toujours progressé non pas par le combat direct, mais par l'étude, l'expérimentation, la maîtrise médicale et chimique de ses propres limites. Il n'est pas un combattant classique, c'est un chercheur, un médecin qui applique la science à son propre corps. Et pour la première fois depuis l'ellipse, il a enfin du temps, un calme narratif, un accès à des ressources, à une bibliothèque et à de nouvelles connaissances médicales. Ce contexte lui offre exactement les conditions qu'il lui faut pour franchir un cap décisif. Pour lui, un séjour au royaume des géants pourrait s'apparenter à un stage d'approfondissement médical inespéré. Les géants possèdent une longévité exceptionnelle et une constitution hors norme. Apprendre de leurs remèdes, de leurs sciences herboristes ou de leurs méthodes de soins pourrait permettre à Chopper d'enrichir drastiquement sa médecine, ou tout simplement entraîner sa résistance pour maintenir sa transformation plus longtemps sans épuisement. L'histoire nous a déjà prouvé à quel point Chopper est capable d'innovations fulgurantes quand l'occasion s'y prête. En quelques semaines à peine avec les Minx, il a réussi à élaborer une drogue permettant de déclencher le mode Sulong à volonté, une avancée médicale révolutionnaire dans l'univers de One Piece. Cela témoigne de son génie, mais aussi de la rapidité avec laquelle il peut évoluer lorsqu'il est confronté à une problématique précise. Si à Elbaf, Chopper décide de concentrer ses efforts sur l'optimisation de son fruit, l'éveil véritable devient non seulement envisageable, mais probable. Et avec lui, une toute nouvelle forme plus stable, plus puissante, pleinement consciente et enfin digne du statut de médecin du futur roi des pirates. Nami et Jinbei. À ce stade de l'histoire, Nami et Jinbei apparaissent comme les deux seuls membres de l'équipage, en dehors du Monster Trio, pour lesquels un développement de puissance immédiat semble peu probable. Cela ne signifie pas qu'ils seront mis de côté ou moins importants, mais simplement que leur position actuelle dans l'équipage et leur évolution récente laissent entrevoir un moment de stabilité là où les autres sont en pleine transition. Dans le cas de Nami, il est difficile d'imaginer un nouveau saut en avant si proche de l'immense amélioration qu'elle a reçue à Wano avec Zeus. Cette fusion entre son climatact et un fragment de l'âme de Big Mom a fait d'elle une utilisatrice de foudre dévastatrice, au potentiel encore largement exploitable. Tout cela laisse penser que, pour elle, le véritable défi consistera non pas à obtenir un nouveau pouvoir, mais à apprendre à maîtriser pleinement celui qu'elle possède déjà, affiner ses réflexes, améliorer sa précision et apprendre à synchroniser son intelligence tactique naturelle avec la puissance quasi divine de Zeus. Il ne s'agit pas de croissance brute, mais d'une montée en contrôle. Quant à Jinbei, la situation est encore plus limpide. Il est déjà, à l'heure actuelle, le combattant le plus expérimenté de l'équipage après Luffy, Zoro et Sanji. Ancien vice-capitaine des Pirates du Soleil et vétéran aguerri des mers du Nouveau Monde, il incarne une stabilité et une maturité de combat que peu peuvent égaler. Son style, ancré dans le karaté des hommes poissons, a déjà atteint un niveau d'efficacité redoutable. Et il semble avoir depuis longtemps dépassé le stade où une transformation radicale est nécessaire. Oda l'écrit comme un pilier. Jinbei n'a pas besoin de changer pour rester pertinent, car il est déjà à son zénith. Il est toujours possible que des circonstances particulières viennent surprendre et offrir à l'un ou l'autre une opportunité de progression inédite. Mais pour l'heure, dans ce moment charnière qu'est Elbaf, Nami et Jinbei semblent destinés à occuper un rôle de soutien stratégique ou tactique, pendant que le reste de l'équipage, encore en construction ou en retard, s'élève pour atteindre enfin le statut de l'équipage du futur roi des pirates. Le Monster Trio. Pour ce qui concerne le Monster Trio, on a Zoro et Sanji qui semblent se tenir à la croisée des chemins, déjà puissants, mais encore loin de leur plein potentiel. À Elbaf, leur progression paraît inévitable, non parce qu'ils en ont désespérément besoin comme d'autres membres de l'équipage, mais parce que leur trajectoire les mène inéluctablement vers des affrontements d'une envergure encore jamais atteinte. Contrairement à leurs compagnons, ils n'ont pas subi l'humiliation directe infligée par les chevaliers divins. Ils ne traversent pas de crise de puissance, pas de remise en question existentielle, ils avancent déjà sur une ligne de crête. Mais c'est justement ce calme apparent qui annonce la tempête. Ni Zoro, ni Sanji ne sont dans une logique d'entraînement visible.
Leur évolution passe par le feu du combat. C'est dans l'épreuve que leur force se révèle et s'affûte, comme cela avait déjà été le cas à Wano, où chacun avait atteint un nouveau palier face à des ennemis taillés pour eux. Elbaf pourrait reproduire ce schéma, non comme une redite, mais comme un prolongement naturel, car l'enjeu s'est élevé. Zoro, destiné à affronter Mihawk, l'homme qu'il a juré de surpasser, et Sanji, en miroir, doit désormais s'inscrire dans la légende au point d'égaler voire dépasser Coppergaban à son prime. Lors de son combat à Onigashima, alors qu'il frôle la mort sous l'effet cumulatif du médicament des Minx et de l'hémorragie d'énergie infligée par Enma lors de son combat contre King, Zoro entrevoit la silhouette d'une faucheuse brandissant une faux. Une scène que beaucoup interprètent non comme une simple hallucination, mais comme la manifestation véritable d'Enma, laquelle aurait potentiellement consommé un fruit du démon, à l'instar de la théière Tanuki Bunbuku de Wano. Forgeron de génie, Tenguyama Itetsu, créateur d'Enma, aurait ainsi appliqué à son chef-d'œuvre une technique similaire, donnant à sa lame une conscience propre. Ce parallèle est renforcé par le symbolisme. Enma, dans la mythologie bouddhique, est le juge des morts, et la soif insatiable du sabre pour le haki rappelle une entité prédatrice. L'apparition de la faucheuse serait donc l'incarnation du test ultime. Zoro devrait vaincre la volonté du sabre ou y succomber. Cette interprétation s'inscrit dans la logique d'Oda sur les lames maudites dotées d'une âme propre, et expliquerait pourquoi, après ce duel silencieux, Zoro parvient à contrôler Enma sans subir son drainage. Mais il est aussi possible qu'Oda ait volontairement laissé cette scène en suspens, réservant la révélation complète de ce pouvoir caché à Elbaf. Terre de mythes et de rituels guerriers. Elbaf pourrait non seulement nous en apprendre davantage sur l'origine spirituelle d'Enma, mais aussi offrir à Zoro l'occasion de pleinement éveiller et maîtriser cette dimension occulte de sa lame, franchissant ainsi un pas décisif vers l'atteinte du niveau du futur roi des enfers. Il est donc raisonnable de penser que Zoro et Sanji ne s'entraîneront pas à proprement parler à Elbaf, ou en tout cas, ils ne vont pas obtenir un énorme power-up. Ce ne sera pas une progression construite dans l'ombre, mais une ascension brutale, spontanée, née d'un duel qui les forcera à franchir leurs propres limites en temps réel. Une évolution immédiate, instinctive, viscérale. Et c'est dans cette tension entre la maîtrise acquise et la puissance encore dormante que réside toute la promesse de leur arc personnel à venir. Car si Luffy est déjà capable de rivaliser avec les figures les plus élevées du monde, ces deux ailes doivent encore désormais battre à l'unisson, prêts à le soutenir jusqu'au sommet. Elbaf ne fera peut-être que commencer cette transformation, mais elle s'avérera cruciale pour que Zoro et Sanji prennent pleinement leur place dans la légende qui s'écrit. Pour Luffy, la question de la progression ne se pose plus dans les mêmes termes que pour le reste de l'équipage. Il ne s'agit plus d'accumuler des techniques ou d'affiner des formes de combat, mais de franchir l'ultime frontière, celle du haki. Depuis son affrontement contre Kaido à Wano, il a été clairement établi que, malgré ses avancées spectaculaires, Luffy reste encore en deçà du niveau atteint par Roger. Le nœud du haki de Joy Boy, révélé sur Egghead, est venu le confirmer avec éclat. Le chemin pour égaler ou surpasser des légendes comme Shanks ou Joy Boy lui-même est encore devant lui. Mais contrairement aux arcs précédents, où l'on voyait Luffy évoluer sans cesse, forgeant le Gear Force, maîtrisant le Ryuo ou éveillant son fruit du démon, Elbaf semble marquer un temps différent. Désormais, Luffy est reconnu comme l'un des êtres les plus puissants du monde, capable de gérer simultanément des monstres tels que Kizaru et un Gorosei. Il n'est plus question pour lui de petites avancées. La prochaine étape sera un saut qualitatif colossal, et il est peu probable qu'elle se produise dans un cadre préparatoire comme Elbaf. Ce dernier réveil au haki des rois, ce raffinement ultime, sera réservé à la guerre finale, lorsque Luffy sera confronté aux ultimes titans qui jalonnent encore son chemin, Imu, Barbe Noire ou tout autre adversaire suprême que le destin mettra sur sa route. Dans la logique même de l'arc d'Elbaf, l'apparition de Gunko, capable à elle seule de neutraliser la moitié de l'équipage grâce à une régénération comparable à celle de Saturne, agit comme un électrochoc. Tant que les chevaliers divins conservent ce pouvoir de l'abysse, aucun coup normal ne peut les retenir. Or, seul un phénomène précis a déjà brisé cette invincibilité. Au chapitre 1122, le haki foudroyant de Joy Boy a renvoyé les Gorosei à marée joie, désactivant leur forme démoniaque et bloquant leur téléportation. Joy Boy parle alors de son haki le plus puissant, qu'il a noué et scellé dans Emmet. Une formule étonnante, comme s'il désignait délibérément un haki distinct, autre chose qu'un simple haki des rois qu'il aurait pu mentionner comme ceci. Cette technique, qu'on appellera ici le haki divin, serait une fusion lumineuse des trois types de haki, observation, armement et conquérant, qui, à la manière du soleil face aux profondeurs de l'abysse, neutralise la marque d'Imu et rend enfin vulnérable ceux qui possèdent le pouvoir de régénération. Tout, depuis Kaido répétant que rien ne dépasse le haki, jusqu'au comportement arrogant des Gorosei ou des chevaliers divins qui n'esquivent pas puisqu'ils finissent toujours par se régénérer, prépare Luffy à cet éveil. Son fruit a atteint son apogée. Seul le haki lui manque encore. Coppergaban, dernier grand mentor potentiel de l'ère de Roger, pourrait lui transmettre la clé sur Elbaf.
L'ancien équipage du roi des pirates serait alors le seul à connaître la faille d'Imu. Le jour où ce haki divin jaillira, Luffy ne se contentera plus de frapper un dragon céleste comme à Shabodi. En empereur, il délivrera le coup symbolique qui brisera la régénération. Il fera saigner les dieux pour la première fois et déclenchera la guerre totale promise depuis le début de l'histoire. En conservant l'idée du haki divin, on reste donc fidèle aux fondations du manga. Le message qu'une volonté inébranlable peut soulever des montagnes. Luffy repartira d'Elbaf avec ce supplément d'âme. Cette aura intangible, mais perceptible par tous, qui fait les légendes. Ainsi, l'arc d'Elbaf ne vise pas à magnifier encore Luffy, mais à tendre la lumière vers ses compagnons. Il s'agit de rééquilibrer l'équipage, de donner aux Mugiwara l'espace et l'urgence de grandir à leur tour. Car si Luffy est pas loin de prétendre au trône du roi des pirates, il lui faut un équipage capable de porter ce titre avec lui. Elbaf est donc un moment crucial, non pour Luffy, mais pour que ses compagnons s'élèvent à son image et que l'équipage tout entier soit enfin digne d'accompagner le futur roi des pirates au seuil de l'histoire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines théories. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, Instagram et Twitter. Car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Tous les liens sont en description et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez que Zoro, Sanji et Luffy pourraient débloquer comme power-up dans les prochains chapitres. Merci à tous ceux qui le feront et salut!